regardez 64 minutes, bienvenue. Comme tous les vendredis, j'ai le plaisir d'accueillir la bande d'Allons-y Franco. C'est l'actualité vue par les médias francophones. Nous sommes à la veille de la date anniversaire de l'indépendance des États-Unis. Ce 4 juillet marque les 250 ans d'une révolution qui a permis la création d'une nation, avec le soutien à l'époque de la France. Depuis, les deux pays ont connu des hauts et des bas, et pas seulement les deux pays. Voilà, Amérique, je t'aime, moi non plus. On en débat avec mes invités. Bonsoir, Guillemette Faure. Bonsoir. Vous êtes chroniqueuse, journaliste au Monde pour M le Mag. Vous avez vécu aux États-Unis, vous avez enseigné aussi aux États-Unis, connaissez très bien. À vos côtés, Frédéric Seyss, bonsoir. Bonsoir. Journaliste, chroniqueur à la rédaction internationale de Radio France et aussi Arte. Thomas Legrand, bonsoir. Bonsoir. Vous aussi, vous avez été correspondant aux États-Unis. Aujourd'hui, vous êtes éditorialiste au journal français Libération. Et Marjorie Paillon, bonsoir, experte de la politique américaine et de la tech. Vous avez vécu aux États-Unis également. Donc, vous connaissez tous très bien les États-Unis, même vous, Frédéric. C'est des relations très compliquées donc entre la France et les États-Unis et le reste du monde. Mais j'avais envie de revoir cette séquence, la dernière séquence franco-américaine. Elle date d'il n'y a pas si longtemps que ça. C'était à Versailles. On regarde. Sign the deal? You signed the MOU? It's signed, yeah. We signed? I signed it in Versailles. Why did you sign it? The stories made in Versailles. Voilà, Donald Trump, donc, qui sortait du château de Versailles, il venait de signer cet accord cadre avec l'Iran. Guillemette Faure, Versailles, c'est un lieu qui occupe une place à part donc pour les Français, mais aussi finalement pour les États-Unis. Oui, alors les médias américains n'ont pas loupé Trump sur le sujet et sur le fait que, sur son manque de culture historique, de ne pas avoir compris ce que ça signifiait dans l'imaginaire collectif un traité de Versailles. Mais il s'est fait aussi chambrer sur le fait que c'était un des seuls endroits où il y avait le plus d'or que dans le bureau ovale. Mais... Dans sa salle de bain aussi, j'ai vu un humoriste qui se moquait du président américain, oui. Oui, mais je pense que comme... ce qui ressort pas mal des politiques du gouvernement américain et des chefs d'entreprise actuels, c'est qu'ils ont un peu un rapport un peu touristique à l'Europe. On entend dire aujourd'hui les États-Unis, c'est l'endroit où il faut gagner de l'argent et l'Europe, c'est l'endroit où il faut le dépenser. C'est un petit peu un petit côté Emily in Paris de la vision de l'Europe. Effectivement, ça m'a frappé parce que Donald Trump, il parle souvent de l'Europe et de la France notamment, en parlant de l'Arc de Triomphe, alors il aime beaucoup aussi le défilé du 14 juillet, mais c'est un côté, c'est ça, touristique ou un peu paillette, comment vous voyez ça? Oui, c'est totalement superficiel. En fait, quand on regarde les relations franco-américaines depuis très longtemps et quand on revoit les discours, je sais pas, de Gaulle ou de Kennedy, ou les discours même des présidents quand on y était, Bush ou Chirac, là, il y a une relation très particulière entre la France et les États-Unis, évidemment Lafayette et puis le 6 juin. Mais ce sont deux pays qui ont ça en commun d'avoir une prétention universaliste. La France a une prétention universaliste, alors c'est un peu ridicule parce qu'on est tout petit, et les États-Unis a une prétention universaliste, alors c'est effrayant parce qu'ils sont très puissants. Mais ces deux prétentions s'affrontent et se comprennent. Et les États-Unis et la France ont toujours... tous les présidents, ça fait partie de tous les discours des présidents américains et français, commencent toujours par la France et les États-Unis sont les deux seuls pays qui ne se sont jamais fait la guerre. Le seul pays européen qui n'a jamais été en guerre avec les États-Unis, c'est la France. Et tous les autres, ils ont été en guerre avec les États-Unis. Et ils le disent tous. Mais quand on arrive à Trump, il n'y a plus ça. Il ne le sait même pas. Là, la France, c'est simplement le vernis. Pourquoi il aime Versailles? Parce qu'il y a de l'or et il voudrait que ça ressemble à... que la Maison-Blanche ressemble à Versailles. Pourquoi il aime Paris? Parce qu'il y a l'Arc de Triomphe et il voudrait le même Arc de Triomphe. Et c'est tout. Il a aucune culture, il a aucun... Et pourtant, je crois qu'il a visité l'exposition qui était organisée à Versailles, au château de Versailles. Parce qu'on lui a fait visiter, mais s'il avait eu le choix, il aurait été à Euro Disney, je pense. Et face à ça, Emmanuel Macron, lui, il a quelqu'un qui n'a pas son épaisseur culturelle, donc il essaye de le gérer en disant je vais peut-être essayer d'arrondir les angles. Il est tellement erratique et il fait tellement peur parce qu'il dit n'importe quoi qu'il essaye de le flatter. Et quand on est français
et qu'on a la chance d'avoir Paris pour flatter, on trimballe l'espèce de touriste un peu neuneux américain et on essaye de l'épater avec Paris. Alors cette relation entre les deux pays, elle se manifeste aussi par la patrouille de France qui participe à ces commémorations. Elle a survolé déjà beaucoup de sites emblématiques aux États-Unis. On va certainement les voir aussi. Donc elle sera là demain à New York pour survoler la Statue de la Liberté, cadeau français là aussi. Alors on se dit là aussi c'est fort, c'est symbolique et tout. En plus c'est l'armée. Quand on sait que Donald Trump veut se désengager de plus en plus, est-ce que ça fait sourire ou pas? Ou on se dit, bon, c'est peut-être une manière de lui rappeler que l'armée française est puissante. Comment vous analysez ça? Oui, et c'est dans la ligne d'ailleurs de son invitation au défilé du 14 juillet, souvenez-vous, à Paris, où Donald Trump avait été ébahi, émerveillé par la capacité française à organiser un défilé. Il avait voulu d'ailleurs imiter la chose à Washington, et ça s'était d'ailleurs assez mal passé, puisque les soldats américains n'étaient pas du tout habitués à marcher au pas, etc. Donc c'était un peu pathétique. Je pense qu'il apprécie effectivement le côté décorum et le côté république un peu militarisé, c'est le cas de la France, qui a l'arme nucléaire, qui est à l'OTAN, etc. Et finalement, c'est ça qui lui plaît. Pour le reste, je me souviens par exemple d'une phrase de J.D. Vance, le vice-président américain, qui était venu à Paris pour un sommet sur l'IA, c'était il y a à peu près 1 an et demi, et qui avait dit, sous forme de boutade, mais je pense que ce n'en était pas forcément une, lors d'une réception à l'Élysée, je suis venu pour le vin gratuit. Ça avait fait rire les convives, mais effectivement, c'était sans doute ça, parce que le lendemain, il nous avait alignés en mondovision en disant que les Européens étaient en gros, je caricature, mais des pleutres, des inconstants, des nuls, des empêcheurs de tourner en rond pour l'innovation américaine. Bref, il y avait un discours vraiment assez structuré de méfiance, voire de mépris vis-à-vis de la France et des Européens. Alors justement, Marjorie Paillon, vous êtes spécialiste de la tech. Effectivement, cette supériorité américaine, là, elle est écrasante sur la France et le reste du monde. Oui, mais ce qui est en train de se passer, c'est particulièrement intéressant aujourd'hui. Vous savez, il y a cette image d'Épinal qui dit que les États-Unis innovent avec la Silicon Valley pour le défi de l'innovation et savent en plus la monétiser. L'Asie, réduite à la Chine, pour le coup, régule de façon massive et même administre sa technologie. Et puis au milieu, il y a un petit drapeau blanc européen qui, comme ça, est agité en disant nous, au moins, on a la régulation, on va pouvoir s'en sortir avec ça. Aujourd'hui, cette image d'Épinal, elle est totalement renversée. Pourquoi? Parce qu'au moment où on fête les 250 ans de l'indépendance américaine, eh bien, l'Europe vient de prendre son indépendance tech, en l'occurrence vis-à-vis des États-Unis. On a souvent dit que l'Europe était une colonie numérique des États-Unis. On est en train de, alors on est peut-être en retard, mais on est quand même en train de le faire, notamment avec la Commission européenne. Oui, la Commission plus que manifeste l'envie de le faire. On le fait avec notamment un sovereignty package qui a été annoncé par la Commission européenne il y a un mois tout pile et qui mise non seulement sur des technologies comme l'open source, mais aussi sur un renforcement des plans dédiés aux puces, dédiés au cloud, dédiés aux infrastructures. Il y a une chose qui est très simple en matière de technologie, pas d'infrastructure, pas de données, pas d'intelligence artificielle. C'est vraiment pas de bras, pas de chocolat à un moment donné. Et donc là, si on veut montrer qu'on veut célébrer cette indépendance numérique, économique, industrielle, cognitive, même avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, et culturelle européenne, il faut le faire en le disant haut et fort, mais aussi en s'en donnant les moyens financiers. Ça, c'est peut-être encore autre chose. Voilà, c'est autre chose. Et c'est vrai que le combat, il y a la relation avec les États-Unis, avec son impérialisme à toute puissance, a beaucoup évolué au fil des années. La France, pour le coup, a été une exception culturelle. Il y a eu beaucoup de combats pour le cinéma, pour la musique. On s'est distingué là-dessus. Les Français se sont distingués sur ce point-là? Oui, alors... aujourd'hui, 60% des Français sont déjà allés au cours de leur vie à Disney Paris. Quasiment la majorité, depuis 1986, la majorité des films qui font plus d'1 million d'entrées sont des films américains. On a 2000 clubs de dance country en France. Enfin, même quand on voit, par exemple, quand vous allez à un mariage, si vous regardez tous les rituels aujourd'hui, les chaises dehors, les filles alignées en robe taffetas, en fait, on voit bien que la nouvelle génération s'est nourrie, a vu beaucoup plus de mariages dans les séries américaines que dans la vraie vie, et donc que ce qu'on reproduit en pensant que c'est nos traditions. Je pense aussi aux cérémonies de remise de diplôme, les graduations maintenant à l'américaine, avec les chapeaux qui volent. Donc, bon, enfin, exception française, on vit avec une culture beaucoup plus américaine encore qu'il y a 20 ans. Donc je t'aime pour la culture américaine. C'est vrai qu'il n'y a plus qu'un cinéma européen, c'est le cinéma français, et les autres films européens sont financés par la France, Canal+, en l'occurrence.
on a gardé quand même, il y a quelques blockbusters français, et c'est intéressant d'ailleurs de voir que l'un des blockbusters par le bouche à oreille maintenant, c'est le film de De Gaulle, et il faut le voir parce que on voit très très bien que même en 1946, ça, on n'a pas attendu Donald Trump, même en 1945, 44, 43 pendant la guerre, la France était considérée comme une petite chose qu'il fallait reprendre et administrer. Il y avait déjà des billets français, des billets du dollar français américain qui étaient déjà imprimés, et voir la petite chose qu'on était dans les yeux des Américains et de Roosevelt en l'occurrence. Et comment ils ont tenté d'écarter le général de Gaulle. De Gaulle a maintenu quand même cette indépendance. On s'est débarrassé on a viré les bases américaines en 1964. La France est quand même le petit village gaulois avec évidemment la culture américaine qui imprègne tout, et le soft power américain qui est hyper puissant même chez nous, bien sûr. C'est pas que le village gaulois en l'occurrence, Thomas, parce que cet exemple de l'exception culturelle, il est très signifiant de ce je t'aime moi non plus entre la France et les États-Unis, avec la France qui prend le lead à ce moment-là pour le reste de l'Europe en l'occurrence. On est en train de négocier les accords du GATT à ce moment-là. Et on se dit que tout vaut tout dans ces accords commerciaux en disant que une production bovin américaine peut valoir un film français. Eh bien non, à ce moment, la France dit certainement pas. Et justement, on va faire campagne, on va faire du lobbying, alors qu'on n'en faisait pas forcément beaucoup à l'américaine avant. On va inverser le rapport de force et proclamer justement ce terme d'exception culturelle pour montrer et embarquer le reste des pays européens en leur disant que la culture n'est pas un produit comme un autre en l'occurrence, alors que cette harmonisation américaine, ce mainstream fait que tout vaut tout. Eh bien non, à ce moment-là, on s'élève contre ça et on défend le cinéma, mais aujourd'hui c'est absolument fondamental parce qu'on a des industries culturelles et créatives en Europe et notamment en France qui réussissent à résister parce qu'elles ont su défendre cette exception-là. Oui, avec un quota notamment de musique francophone. Tout le monde ne l'a pas fait. C'est vrai que ça a peut-être permis aussi à des artistes français de survivre. Oui, mais c'est d'ailleurs à ça que les spécialistes attribuent notamment l'essor du marché du hip-hop en France, du rap, parce qu'il y a énormément d'artistes français qui ont pu passer à la radio grâce à ces quotas francophones, à l'époque de 40%, je crois, du temps d'antenne qui devait être consacré à la musique francophone. Ce qui me frappe, c'est qu'en fait, on n'ose pas avouer qu'on aime l'Amérique en France. Il y a toujours ce côté-là, et c'est même dans les campagnes présidentielles, c'est assez marquant la différence entre les campagnes et puis ensuite l'action réelle. Dans la campagne, personne ne veut être le candidat des Américains, je caricature, on se renvoie, souvenez-vous, Emmanuel Macron devait se défendre d'avoir vendu des entreprises ou soldé des entreprises françaises aux géants américains à l'époque, alors qu'après, une fois que le président est élu, il n'a pas d'autre hâte que d'aller prendre une photo avec Gérald Ford dans la piscine. C'est le meilleur copain, c'est Valéry Giscard d'Estaing dans la piscine, Nicolas Sarkozy qui va à la résidence d'été de George Bush à peine élu. Parlons de Emmanuel Macron et Donald Trump. Donc il y a ce côté hypocrite. On n'aime pas dire qu'on les aime et en même temps, on a besoin d'y aller, on les adore. On va s'intéresser sur les relations entre les présidents français et leurs homologues américains. Alors là aussi, je pars d'un exemple très très récent, puisque c'est Emmanuel Macron qui a reçu Donald Trump au dernier G7 et il a affirmé enfin, en conférence de presse à la fin, qu'il avait confiance en Donald Trump. On va l'écouter. J'ai toujours eu confiance pour ma part dans le président Trump. Parce que je lui ai toujours dit les choses. Quand nous avons des désaccords, nous les assumons. Mais quand il s'est engagé vis-à-vis de nous, il a toujours fait ce à quoi il s'est engagé. Et là, aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique se sont engagés sur ce sujet. Ça, c'est important. Alors là, il s'était engagé pour l'Ukraine, qui avait été laissée de côté par Donald Trump. Alors j'aimerais votre réaction, parce que c'est vrai que ça peut surprendre. Donald Trump, très imprévisible. Il n'en pense pas, il pense rien de tout ça. Il n'a pas du tout confiance en Donald Trump. Il sait très bien que c'est un président inconstant, erratique et qui un gamin, quoi. Et c'est de l'affichage, donc. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Donald Trump vient de dire finalement on va aider l'Ukraine, c'est le moment où il dit on a confiance. Alors, on a confiance, il essaye de clouter le truc. Mais tous les diplomates à qui vous parlez vous disent chacun essaye de traiter le cas Trump à sa façon. Et Macron, lui, c'est une sorte de flatterie. Un petit peu rapport de force aussi, quand rapport même. De force, mais quand il se fait insulter, il rigole et il dit c'est pas très bien, alors que quand Mélanie se fait insulter, elle se met devant la caméra et elle répond très très fermement. Macron ne fait pas ça parce que il a une sorte
de pratiques diplomatiques un peu différentes, un peu plus onctueuses, qui essayent de... Mais c'est une façon d'essayer de l'amadouer. Voilà. Est-ce que c'est la bonne façon, finalement? Ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point il y a une concurrence désormais entre dirigeants du monde entier quand on passe à Washington, ou même si on n'est pas à Washington dans le bureau ovale avec Donald Trump en train de faire son show devant les caméras de nos confrères correspondants et correspondantes. Il y a vraiment cette concurrence sur qui saura le mieux aborder Donald Trump. Oui. Est-ce que c'est par la flatterie? Est-ce que c'est par du Krav Maga de situation ou du donnant-donnant sur ce qu'on a à faire en termes de deal avec lui? Est-ce que c'est en lui apportant des kilos d'or? Et chacun change de stratégie d'ailleurs. Exactement. Et en fonction de ce qu'on essaie d'obtenir, il y a des moments où on essaie justement d'ajuster le curseur. Ce qu'il faut bien avoir en tête là, c'est qu'on est dans un timing qui est très particulier puisque que ce soit Emmanuel Macron ou que ce soit évidemment Donald Trump, c'est une année éminemment électorale pour chacun d'entre eux. À ceci près que pour les midterms côté américain et pour l'élection présidentielle côté français, les deux, que ce soit Trump ou Macron, ne vont pas être sur le bulletin. Par contre, ils vont être dans l'esprit de chaque électeur et de chaque électrice en termes d'héritage. Qu'est-ce qu'on hérite pour les candidats aux élections de mi-mandat côté États-Unis du bilan actuel de Donald Trump? Et qu'est-ce que celles et ceux qui seront peut-être encore candidats au moment du 18 avril, au moment du premier tour côté français, vont en devoir endosser de l'héritage Emmanuel Macron. C'est très important parce que ça veut dire qu'il faut aussi faire confiance, même si parfois en tant qu'électeur on a les mémoires courtes, à la façon dont on va se souvenir de tout ça quand on sera face à nos urnes respectives. Alors moi je voudrais faire un petit pas de côté. Guy Bedford, j'avais lu votre papier sur tous les journalistes ont le numéro de téléphone de Donald Trump. C'est vrai qu'on a assisté à des scènes surréalistes sur les réseaux sociaux avec petits textos et tout ça. Alors, moi, on l'aime là pour le coup. Et ça m'a frappé en voyant Trump en meeting en Arizona où il avait été d'une violence inouïe vis-à-vis de la presse. Et je me disais, mais un jour, ça va se terminer avec ses fans vont cogner les journalistes. Et une journaliste de l'AFP qui suivait, qui était là, me dit, non, mais en fait, c'est de l'affichage, mais il est disponible pour n'importe qui. Et donc, non seulement il répond systématiquement aux appels, mais on voit que les journalistes racontent tous qu'ils commencent par dire, c'est qui ? Donc en fait, il ne sait même pas qui est et en fait, on a le prolongement là de sa carrière de promoteur immobilier où en fait, ce qui a compté, ce qui a fait qui il est, c'est cette super médiatisation dans les pages People. C'est le fait, il a compris que n'importe quelle publicité était la bonne publicité. Et il a dû son ascension et la valeur du nom Trump au fait d'être tout le temps cité dans les journaux. Donc il reste dans la même logique. Et c'est vraiment étonnant parce que Obama, qui était très prudent sur ce qu'il disait de la presse, avait en revanche une communication complètement verrouillée où aucun journaliste n'avait accès à lui. Et cette espèce de jeu inversé est quand même assez fascinant dans les relations avec la presse. Alors, est-ce que c'est le plus compliqué ou le plus difficile à cerner, ça on l'a dit, Donald Trump, mais celui qui a le plus, j'essaye de trouver, rendu plus tendu les relations entre la France et le reste du monde? Moi, je crois que ça a été une bénédiction Donald Trump pour la construction européenne, honnêtement, parce que franchement, depuis des années, il ne faut pas croire que les prédécesseurs de Donald Trump étaient ultra sympas, très bien disposés vis-à-vis de l'Union européenne ou de la France. Souvenez-vous, c'est Joe Biden, le si gentil Joe Biden, qui récupère les contrats en Australie pour les sous-marins. Et c'est la France qui se fait avoir. On pourrait multiplier les exemples. Barack Obama qui lâche la France sur la Syrie. On pourrait multiplier les exemples. Le président Mitterrand aussi disait à l'époque qu'il y avait une forme de prédation économique de l'allié américain qui était très aiguë. Donc ça, c'est une erreur. En revanche, depuis qu'il y a cet affichage ostensible de oui, je peux vous lâcher, oui, je peux quitter mes bases, oui, je peux arrêter de financer l'OTAN, c'est quand même des menaces qu'il a tenues devant un micro. Et qu'il a réitéré sur son réseau social alors qu'il y a un sommet qui s'annonce là. Ça crée un électrochoc, non pas en France où on a toujours eu quand même une posture relativement anti-américaine, un peu de salon, mais par exemple dans tous les pays d'Europe centrale et orientale. Moi, j'ai fait des reportages par exemple en République tchèque où ils dépendent de l'aide américaine à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Et même eux là-bas commençaient à se dire, mais en fait, le filet de sécurité qu'on a toujours présenté comme intangible, eh ben c'est pas une bonne chose. Et ça donc ils sont en train de la France sur exactement. Et sur la souveraineté européenne, on en parlait tout à l'heure. Quand vous savez que par exemple Starlink, il y a encore 2 jours, fait des menaces de couper le signal à l'Ukraine. Starlink, c'est les connexions par satellite pour lancer notamment des offensives. Et ben l'Union européenne se dit, il faudrait quand même qu'on ait notre propre constellation de satellites pour pas risquer au coup par coup, selon les brouilles du moment, de se voir couper totalement le signal. Donc piqûre de rappel, les pays du Golfe aussi où ils l'ont eu cette piqûre de rappel puisqu'ils avaient confiance aux Américains et puis ils ont été déçus. Mais plus personne n'a confiance, enfin plus personne
ne peut miser sur l'Amérique. L'Amérique a perdu beaucoup de crédit. Alors, comme l'Amérique est riche et comme l'Amérique a quand même la primauté de tout ce qui est technologique, elle reste une hyperpuissance. On va pas, mais simplement, on ne se tourne plus vers l'Amérique pour sa défense. On n'a plus confiance. Et alors, ce qui est compliqué, c'est que chacun veut essayer quand même de façon bilatérale de retrouver les voies d'un rapport avec l'Amérique. C'est pour ça, on disait, chacun essaye à sa façon. Les instances internationales ne marchent plus. Mais il y avait on n'a pas parlé de 2003 et de. Ah oui, justement. Alors, ça, c'est un rapport très particulier. Alors, juste avant, justement, on va s'arrêter sur 2003, même avant. On va s'arrêter avec 2001, avec cet édito du journal Le Monde. Nous sommes tous américains. C'est juste après les attentats du 11 septembre, où là, on sent que le monde entier, la France en premier lieu, prend vraiment fait cause pour les Américains. Donc là, c'est vraiment un moment de je t'aime, mais je t'aime vraiment et je te le montre. Oui, et c'est un moment où, quand le monde dit ça et qu'en fait la France pense ça, c'est un moment où on pense concert des nations et le monde s'organise, le monde... Il n'y a pas l'unilatéralisme américain. L'unilatéralisme américain est rené à ce moment-là, est réapparu à ce moment-là de façon très puissante dans la décision hors OTAN et hors ONU d'envahir l'Irak. Et cette opposition avec la France a été ce moment de fracture. Et on a rebaptisé alors c'est anecdotique, mais quand même, on a rebaptisé les frites, on a vidé le vin français. J'étais étudiante aux États-Unis pile poil à ce moment-là, et je me souviens encore d'un de mes premiers assignments en tant que jeune padawan pour une grande chaîne canadienne à l'époque, qui m'a lâché littéralement en zone complexe sur Freedom Plaza à Washington, parce que c'est une place d'où on voit le Congrès. Et à l'époque, il y avait cette polémique avec le propriétaire de la cafétéria du Congrès qui voulait rebaptiser donc les French fries, les frites, les Freedom Fries. Et donc, je me voilà partie en caméra cachée en train de demander aux gens s'ils veulent manger des French fries ou des Freedom Fries et d'observer leur réaction à la fin quand je leur révélais que j'étais en réalité française et non canadienne. Eh bien, je me suis dit que le journalisme, c'était quand même étonnant. Mais surtout, ce qui veut dire qu'en 2003, il y avait quand même aussi, nous on l'a vécu, d'abord énormément, je pense que vous l'avez vu aussi à ce moment-là à Washington, dès le mois de janvier, de manifestations pro-paix d'Américains qui ne voulaient pas voir les États-Unis déclarer une guerre et une seconde guerre contre l'Irak, mais aussi énormément de sentiments anti-français. On déversait du vin français dans les caniveaux, dans les rues. Donc il y avait ce contraste absolu. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'au moment de l'inauguration de la bibliothèque présidentielle d'Obama, on voyait George Bush derrière. Et puis il n'y a pas très longtemps, il y a eu la mort de Dick Cheney. Et tout le monde dit... C'était quand même le bon vieux temps où les choses se passaient bien, alors que en 2003, à l'époque, on avait quand même l'impression d'avoir atteint un point inédit. Et finalement, maintenant, c'est ce bon vieux George Bush qui était finalement avec qui on s'entendait, avec qui on pouvait au moins communiquer. Et puis il y avait ces unes aussi du New York Post complètement dingue avec Chirac est un ver. Vous aviez eu un mash-up d'un ver de terre avec la figure de Jacques Chirac. C'était quand même... Donc on allait très très loin en 2003, mais on voit qu'en 2026, on n'est pas mal non plus, mais c'est plus focus sur effectivement une personnalité, Donald Trump, qui a pris un peu, qui prend toute la lumière. Merci infiniment, c'est déjà terminé malheureusement. Et pour aller plus loin, je vous invite à lire deux ouvrages. Cette Amérique qui nous déteste de Richard Verly, que vous voyez très souvent sur ce plateau. C'est aussi ça l'Amérique, portrait d'un pays polarisé, de Frédéric Arnould, qui lui aussi nous rejoint très souvent. Et demain, rendez-vous pour une spéciale 250 ans d'indépendance des États-Unis. 64 minutes se met à l'heure américaine. Restez sur TV5 Monde.